La première chose à savoir à propos du sel, c'est que des gens l'ont tué pour en obtenir, ont mené des guerres pour s'en emparer et ont bâti des empires grâce à lui. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le sel avait plus de valeur que l'or, car l'or ne peut empêcher la viande de pourrir, et l'or ne peut pas préserver une récolte pendant un hiver qui menace de vous affamer. Les gens l'oublient aujourd'hui, avec leurs supermarchés et leurs réfrigérateurs. Mais en 1939, dans les montagnes de l'Est du Kentucky, où la glacière la plus proche se trouvait à 30 kilomètres et où le magasin le plus proche aurait tout aussi bien pu être sur la Lune, le sel était encore synonyme de vie. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que lorsque l'avocat de Hazard, dans le Kentucky, a lu à haute voix que ma grand-tante Josephine Frel m'avait légué, à moi, Ren Frel, âgé de 15 ans, pupille de l'État, résidant actuellement au foyer pour filles du comté de Harlan, la propriété connue sous le nom de Frel's Lick, comprenant 9 acres de collines boisées et une grotte de sel sans valeur commerciale mais historique. Toutes les personnes présentes dans la salle ont pensé la même chose. La fille n'avait rien reçu. Frel's Lick était une blague. Tout le monde dans le comté de Perry connaissait l'histoire. Il y avait eu autrefois une source salée sur cette colline, une source naturelle de saumure, où les cerfs et les élans venaient depuis des siècles, où les Shawnees et les Cherokees récoltaient du sel bien avant que les Blancs ne franchissent le Cumberland Gap. Le grand-père de Josephine Frels avait acheté le terrain en 1870 dans l'espoir de faire fortune dans la production de sel. Il avait creusé la source, suivi la saumure qui s'infiltrait dans la colline et découvert une petite grotte dont les parois étaient recouvertes de dépôts de sel. L'owet, la forme la plus pure de sel gemme, se déposait en couches dans le calcaire comme du givre blanc sur une vitre. Il avait exploité la mine pendant une décennie, vendant le sel au baril aux villes des montagnes du Kentucky. Puis le chemin de fer est arrivé. Ensuite, le sel industriel du Michigan et de l'Ohio a inondé le marché à des prix qu'aucune petite exploitation de montagne ne pouvait égaler. En 1890, la grotte de sel de Frel était abandonnée. En 1900, elle était tombée dans l'oubli. À la mort de Josephine Frel au printemps 1939, la grotte n'avait pas été exploitée depuis 50 ans. La source d'eau salée s'était ensablée et toute la propriété était considérée comme sans valeur, tout comme la jeune fille qui venait d'en hériter. Cette jeune fille, c'était moi. J'avais 15 ans. Ma mère était morte quand j'avais 6 ans, de la typhoïde. L'été avait balayé les camps miniers le long de la Poor Fork. Mon père était un mineur qui avait survécu aux mines, mais pas au whisky qui suivait. Il avait bu jusqu'à en mourir quand j'avais 8 ans, et l'État m'avait placé dans le foyer du comté de Harlan, où j'ai passé 7 ans à apprendre à cuisiner, à nettoyer, à raccommoder et à me taire. Je n'étais particulièrement doué pour rien de tout cela, sauf pour la cuisine. Je savais cuisiner. C'était la seule chose sur laquelle toutes les matrones de l'orphelinat s'accordaient. Ren Farrell était difficile, trop curieuse, lisait trop de livres, posait trop de questions. Mais bon sang, cette fille savait cuisiner. Je pouvais prendre n'importe quoi et en faire quelque chose. Du bouillon d'eau à partir de restes, de la soupe à partir de ce que les autres filles jetaient. Je savais comment faire durer un repas et comment l'assaisonner pour que cela n'ait pas le goût de la pauvreté. La chef cuisinière, Madame Ballard, disait que j'avais un palais capable de détecter ce qui manquait dans un plat. Tout comme un musicien peut entendre une fausse note dans une chanson. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait avec 9 acres et une grotte remplie de sel, et pourquoi les gens qui se moquaient de mon héritage sont venus mendier à ma porte lorsque le pire hiver depuis un demi-siècle a enseveli ces montagnes sous 2 mètres de neige, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Car ce que j'ai construit dans cette grotte n'a pas seulement permis de conserver de la nourriture, cela a sauvé toute une vallée de la famine. L'établissement m'a laissé sortir un mercredi d'avril. Ils m'ont donné un sac en papier avec mes vêtements, 3 $ provenant du fonds général, et m'ont conduit à Hazard à l'arrière du camion de ravitaillement. Depuis Hazard, j'ai marché 22 kilomètres en remontant la North Fork de la rivière Kentucky, puis j'ai quitté la route pour emprunter un sentier qui grimpait à travers les peupliers et les prûches, jusqu'à un creux si étroit que le ciel n'était qu'un ruban bleu entre les crêtes. Frel's Lick se trouvait à l'entrée du creux, là où le ruisseau prenait sa source dans le versant de la colline et où la forêt se refermait comme un poing. La cabane était petite. Elle comportait 2 pièces en rondin et une cheminée en pierre penchée mais solide. Le porche était pourri par endroits. Le toit était en bon état. À l'intérieur, l'air sentait les herbes séchées, la fumée de bois et autre chose. Quelque chose de propre,
de vif et de minéral que je n'arrivais pas à identifier, jusqu'à ce que je réalise qu'il s'agissait de sel. Toute la cabane sentait légèrement le sel, comme si la terre elle-même assaisonnait l'air. Ma grand-tante Joséphine avait vécu ici seule pendant 40 ans. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle et ma mère s'étaient éloignées l'une de l'autre pour des raisons que personne ne pouvait expliquer. Mais sa cabane m'a révélé qui elle était. Elle était ordonnée. Elle était organisée. C'était une femme qui étiquetait les choses, les rangeait dans rangées et croyait que l'ordre était une forme d'amour. Les étagères du garde-manger étaient remplies de bocaux, désormais vides, mais étiquetés de sa main soignée. Viande de chevreuil, séchée, poitrine de porc, saumurée, truite, fumée, ours poivré, lapin en pot. Des dizaines d'étiquettes, des dizaines de méthodes, toutes impliquant du sel. Sur la table de la cuisine, comme si elle l'avait laissé là pour que je le trouve, se trouvait un cahier relié en cuir. La couverture était tachée de graisse et de saumure. Et sur la première page, d'une écriture ferme malgré des mains qui devaient être âgées, on pouvait lire le livre du sel, recette de conservation, Joséphine Farrell, 1899 à 1939, 40 ans de recettes, 40 ans d'une femme seule dans un creux, perfectionnant l'art de conserver les aliments grâce au sel, à la fumée et au temps. Je l'ai ouvert et j'ai lu la première entrée. Le sel est la patience rendue visible. Il ne cuit pas, il ne pousse pas, il conserve, il maintient de la frontière entre la vie et la pourriture, et il ne demande rien en retour, si ce n'est que vous l'utilisiez avec connaissance et respect. J'ai serré ce carnet contre ma poitrine et j'ai pensé, « Je te connais, je ne t'ai jamais rencontré, mais je te connais. Tu es la femme que j'allais devenir. » J'ai trouvé la grotte le deuxième jour. L'entrée se trouvait derrière la cabane, au sommet d'une courte escalade sur du calcaire moussu, caché derrière un buisson de lauriers des montagnes qui avait poussé en travers de l'ouverture comme un rideau. Je me suis frayé un chemin et me suis retrouvé dans un passage d'environ 1,80 mètres de large et 2,10 mètres de haut, qui s'enfonçait directement dans la colline. Les murs étaient humides et frais, et même dans la faible lumière qui filtrait depuis l'entrée, je pouvais le voir. Une croûte blanche sur la pierre, fine à certains endroits, épaisse à d'autres, scintillant faiblement comme du givre. Du sel cristallisé sur les parois de la grotte par des siècles de saumure, s'infiltrant à travers le calcaire et s'évaporant dans l'air frais et sec. Je tendis la main et le touchai. Je portais mon doigt à ma langue. Il était propre, vif et pur, sans l'amertume de certains sels minéraux, sans le goût boueux du sel en bloc bon marché vendu dans les magasins généraux. C'était un sel cristallin fin et blanc, avec une saveur presque sucrée sous la saumure. La grotte s'étendait sur environ 25 mètres, s'élargissant en une salle d'environ 9 mètres de large et 3,5 mètres de haut. Les dépôts de sel étaient plus épais ici, s'accumulant en couches sur les murs et le plafond comme des rideaux minéraux. Le sol était en argile compacte, sèche malgré l'humidité des murs. Le sel absorbait l'humidité de l'air. Le carnet de Joséphine expliquait plus tard, cela créait un effet déshumidificateur naturel qui rendait l'intérieur de la grotte plus sec que n'importe quel bâtiment à la surface. Et la température. Je l'ai immédiatement remarqué. La grotte était froide, pas glaciale, mais d'une fraîcheur constante et pénétrante que j'ai mesurée plus tard à environ 4 degrés Celsius toute l'année, plus fraîche qu'une cave à légumes, plus fraîche qu'une source. Combinée à l'air sec et saturé de sel, elle créait des conditions qui, comme je l'ai compris par la suite, étaient presque parfaites pour un usage spécifique, le salage de la viande. Joséphine le savait. Au fond de la salle, elle avait construit une salle de séchage. Des étagères en bois tapissaient les murs, de lourdes cases en chêne avec des crochets en fer, du genre de ceux sur lesquels on suspend les jambons. Une longue table en pierre, lisse et propre, se trouvait au centre, marquée par des décennies de traces de couteaux. Au-dessus, des étagères en bois supportaient des crocs en céramique avec des couvercles adaptés. Et dans un coin, une cheminée de fumoir, un canal en pierre construit dans la paroi de la grotte et relié à un foyer juste à l'extérieur de l'entrée de la grotte, permettant à la fumée d'être acheminée dans la chambre sans chaleur. Le fumage à froid, la plus ancienne technique de conservation au monde, perfectionnée par ma grand-tante dans une grotte de sel de l'Est du Kentucky. Les étagères étaient vides, les crocs étaient propres. Joséphine avait utilisé ou donné tout ce qu'elle avait conservé avant de mourir, laissant la grotte propre et prête, comme si elle savait que quelqu'un allait venir. Les premiers mois ont été consacrés à l'apprentissage et à la faim. J'avais $3, une cabane,
une grotte et le carnet de notes de Joséphine. Ce carnet était extraordinaire. Il ne contenait pas seulement des recettes, mais aussi une formation complète sur la science et l'art de la conservation de la viande. Elle y décrivait 5 méthodes en détail. Le salage à sec avec du sel et des épices frottées directement sur la viande. Le salage en saumure dans de l'eau salée à des concentrations spécifiques qu'elle avait calibrées au fil des décennies. Le fumage à froid à l'aide du système de cheminée de la grotte. La mise en pot dans de la graisse fondue et une méthode qu'elle appelait le vieillissement en grotte. Suspendre la viande salée dans l'environnement frais et sec de la grotte pendant des semaines ou des mois jusqu'à ce qu'elle se transforme en quelque chose de dense, complexe et intensément parfumé. Mais le savoir sans nourriture n'est que des mots sur une page, et j'avais faim. La forêt m'a nourri ce premier printemps, comme elle avait nourri toutes les personnes désespérées dans ces montagnes depuis la nuit des temps. Des rampes, des légumes verts, des crosses de fougères, des morilles qui poussaient dans les bosquets de peupliers comme des cadeaux laissés sur le sol de la forêt. Je pêchais dans le ruisseau des truites mouchetées, petites mais savoureuses, et je piégeais des lapins avec des boucles de fil de fer que je fabriquais à partir de morceaux de clôture trouvés derrière la cabane. J'ai planté un jardin dans la petite clairière à côté de la cabane en utilisant des graines que j'avais achetées avec mon dernier dollar dans le magasin du village le plus proche. Un endroit appelé Dwarf. Oui, c'était son vrai nom, à 8 kilomètres en aval du vallon. L'homme du magasin, M. Holmes, m'a regardé comme les gens dans ces histoires regardent toujours la fille avec pitié et la cruauté particulière des faibles attentes. Toi, la fille sauvage qui vit près de la saline, je suis chez Joséphine, la grotte de sel. Il secoua la tête. On ne peut pas vivre dans le sel, ma fille. On ne peut ni le manger, ni le vendre, ni y planter quoi que ce soit. On peut garder les choses en vie avec, dis-je. Il me rendit la monnaie sans dire un mot. Ma première guérison fut un lapin. Je l'attrapais fin avril. Je l'ai nettoyé selon les instructions de Joséphine. Elle était très précise sur le nettoyage, écrivant que la conservation commence par la propreté, pas par le sel, et je l'ai frotté avec un mélange que j'ai préparé à partir du sel de la grotte, du poivre noir concassé provenant d'un bocal dans le garde-manger de Joséphine et de la sauge séchée qui poussait encore à l'état sauvage derrière la cabane. Je l'ai suspendu dans la grotte à l'un des crochets en fer et j'ai attendu. 3 semaines plus tard, je l'ai décroché. Le lapin avait changé. La chair était ferme, sombre, concentrée. Toute l'eau de la viande fraîche avait été extraite par le sel, laissant derrière elle quelque chose qui avait le goût de toute la vie de l'animal distillé dans chaque bouchée. Elle était riche, pure et profondément savoureuse, avec le poivre et la sauge en arrière-plan et une légère douceur minérale provenant du sel de grotte que je n'avais jamais goûté dans aucune viande séchée achetée en magasin. J'ai mangé ce lapin pendant 4 jours, en le coupant en fines tranches, et chaque tranche était une révélation. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de l'artisanat, de l'art. La même impulsion qui pousse un peintre à mélanger des pigments ou un musicien à accorder un instrument. Le désir de prendre une matière brute et, grâce à ses connaissances et à sa patience, d'en faire quelque chose de mieux. J'étais accroché au sens propre du terme. La première personne qui a goûté mon travail était la vieille Dorcas Webb. Dorcas avait 76 ans. C'était une veuve qui vivait seule dans une cabane à 3 kilomètres en contrebas du vallon. C'était le genre de femme des montagnes capable de tuer un serpent à tête cuivrée avec une houe, d'aider une vache à mettre bas, de réduire une fracture et de citer des passages de la Bible de mémoire. Tout cela avant le petit déjeuner. Elle avait connu Joséphine. Elle avait aimé Joséphine de cette manière féroce et sans sentimentalisme dont les femmes des montagnes s'aiment entre elles, par des actes et non par des mots. Elle s'est présentée à ma cabane en mai avec un sac de semoule de maïs et un regard qui disait qu'elle m'évaluait comme on évalue un outil. Est-ce que ça marchera ou est-ce que c'est de la camelote? Joséphine m'a dit que tu viendrais, m'a dit Dorcas. Elle m'a écrit une lettre avant de mourir. Elle m'a dit qu'elle avait une petite nièce dans un foyer d'État qui savait cuisiner. Elle m'a dit que cette fille trouverait la grotte et saurait quoi en faire. Elle ne m'a jamais rencontré, ai-je dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait le sang. Les sauvages ont toujours eu du sel dans les mains. J'ai donné à Dorcas un morceau de lapin séché. Elle l'a mangé lentement, en mâchant avec la lenteur de quelqu'un qui prend la nourriture au sérieux. Quand elle a eu fini, elle laisse rester silencieuse pendant un long moment. Puis elle m'a regardé avec des yeux qui avaient vu 76 ans de difficultés dans les montagnes, et elle a dit, c'est le remède de Joséphine. C'est son sel, sa méthode, ses mains. Comment l'avez-vous appris? Son carnet.
Elle a laissé le carnet. Dorcas acquiesça comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait. Elle a laissé le carnet pour vous. Très bien. De quoi avez-vous besoin? De viande, répondis-je. Je peux sécher n'importe quoi. J'ai juste besoin de quelque chose à sécher. Dorcas sourit pour la première fois depuis que je l'avais vue. J'ai un porc que je compte abattre. Voyons ce que cette grotte peut faire. Ce que la grotte a fait était miraculeux. Dorcas a apporté le porc, un gros Berkshire qu'elle avait nourri de glands tout l'automne de l'année précédente. Nous l'avons abattu ensemble. Dorcas m'a guidé tout au long du processus avec la brutalité patiente de quelqu'un qui comprend que la viande vient de la mort, et il ne sert à rien de prétendre le contraire. Nous avons découpé la carcasse sur la table en pierre dans la grotte et je me suis mis au travail. J'ai suivi à la lettre les recettes de Joséphine. Les jambons ont reçu le traitement complet. Un frottement à sec avec du sel de grotte, du sucre brun, du poivre noir et du salpêtre. Joséphine en avait une petite réserve et j'en ai trouvé davantage au magasin des nains, pressés dans la chair et emballés autour de l'os. Ils ont été suspendus à des crochets dans la partie la plus froide de la grotte, où la température restait stable à 38 degrés Celsius, et ils y sont restés. Le carnet de Joséphine indiquait un minimum de 6 mois pour obtenir un jambon de campagne correct. Je leur ai donné 8 mois. Les épaules ont été saumurées, immergées dans des bacs remplis d'eau salée si concentrée qu'un œuf frais flottait dedans, aromatisées avec des baies de genièvre, des feuilles de laurier et une touche de mélasse. Après 4 semaines dans la saumure, elles ont été suspendues pour sécher à l'air de la cave pendant 4 semaines supplémentaires. La poitrine est devenue du bacon, séché à l'air libre pendant 10 jours, puis fumé à froid dans le système de cheminée de la cave à l'aide de bois de hickory et de pommier. La fumée pénétrait dans la grotte, fraîche et parfumée, enveloppant les poitrines suspendues pendant 3 jours d'affilée, tandis que je maintenais le feu à l'extérieur, alimenté par un apport lent et régulier de copeaux humidifiés. Les restes ont été transformés en saucisses, hachés avec de la sauge et des flocons de piment rouge, puis embossés dans des boyaux. Dorcas avait tout conservé et nettoyé. Les os ont servi à faire du bouillon. La graisse a été transformée en saindoux, si blanc et si pur qu'il ressemblait à de la neige. Rien n'a été gaspillé. Le carnet de Joséphine comportait une section intitulée « Aucune partie n'est inutilisée », qui ressemblait à un commandement. Lorsque j'ai retiré le premier bacon fumé des crochets, que je l'ai tranché et fait frire sur la cuisinière de la cabane, l'odeur qui a envahi la cavité était si bonne que Dorcas, qui était assise sous le porche, s'est mise à rire. « Seigneur Dieu, ma fille, a-t-elle dit. Joséphine danse dans sa tombe. La nouvelle se répandit comme toujours dans les montagnes, lentement, de bouche à oreille, par ceux qui avaient goûté quelque chose dont il ne pouvait plus se passer. Dorcas en parla à ses voisins. Ses voisins en parlèrent à leurs voisins, et à la fin de l'été, les gens faisaient le trajet jusqu'à Frell's Lick pour acheter de la viande séchée à la jeune fille de la grotte de sel. Et tous repartaient en secouant la tête, car ils n'avaient jamais rien goûté de tel. Le sel de la grotte était le secret, mais pas le seul. Les méthodes de Joséphine étaient méticuleuses, son timing précis, ses combinaisons d'épices calibrées au fil des décennies. Mais le sel était là-bas. Il était plus pur que le sel acheté en magasin, avec une complexité minérale qui aromatisait la viande tout en la conservant. Un jambon salé avec le sel de la grotte de Frell n'avait pas seulement le goût du jambon. Il avait le goût de la montagne elle-même, propre, ancien et patient. À l'automne 1939, j'avais une entreprise. Pas une grande. J'étais toujours une fille avec une grotte et une paire de mains. Mais je salais de la viande pour les familles de tout le vallon et du vallon voisin. Les gens m'apportaient leur porc, leur gibier, leur viande d'ours en saison, leur dinde et lapins sauvages, et même parfois des oies. Je facturais ce que je pouvais, parfois de l'argent, parfois des échanges, parfois rien du tout pour les familles qui n'avaient les moyens ni de l'un ni de l'autre. Puis vint l'hiver 1940. Il s'annonça en novembre par une vague de froid qui gela le ruisseau du jour au lendemain. Décembre apporta la neige. Pas la neige légère des montagnes qui fondent à midi, mais une neige lourde, implacable, suffocante, qui tomba pendant 3 jours sans interruption et enfouit le vallon sous un mètre de silence blanc. Puis il a neigé encore et encore. Janvier, les congères atteignaient par endroits 1,80 mètres de profondeur. La route menant à Dwarf était impraticable. La route menant à Hazard n'était plus qu'un souvenir. Le vallon était fermé et les gens qui s'y trouvaient étaient seuls avec ce qu'ils avaient stocké. La plupart n'avaient pas stocké suffisamment.
Telle était la dure réalité de la pauvreté dans les montagnes en 1940. Les gens vivaient de récolte en récolte, de salaire en salaire pour ceux qui en avaient un. Et un hiver qui arrivait tôt et se prolongeait tardivement était une condamnation à mort pour tous ceux qui n'avaient pas mis suffisamment de côté. Les jardins avaient été mauvais cette année-là. Un gel tardif en mai avait détruit les premières plantations et un mois d'août sec avait freiné la croissance de tout le reste. Les vendeurs de racines se faisaient rares. Les garde-manger étaient vides. En février, les familles du Creux n'avaient plus que de la farine de maïs et des prières. Et dans ma grotte, derrière la cabane à flanc de colline, suspendue à des crochets en fer dans le froid et l'obscurité saturée de sel, se trouvaient 200 livres de viande séchée, des jambons, des épaules, du bacon, des saucisses, des lanières de chevreuil séchées frottées de sel et de poivre concassés, des truites fumées emballées dans des crocs, des lapins en peau scellée sous une couche de saindoux fondu. Les méthodes de Joséphine ne se contentaient pas de conserver les aliments, elle les préservait pendant des mois, voire des années. La température constante de la grotte et l'air salin arrêtaient le temps. La viande qui aurait pourri en une semaine à la surface pouvait se conserver 1 an sous terre, s'améliorant avec l'âge comme le bon fromage. Les saveurs s'intensifiaient et se concentraient. Je n'ai pas attendu que les gens viennent à moi. La neige était trop profonde pour que certains des plus âgés puissent se déplacer, et la fierté aurait retenu les autres chez eux jusqu'à ce que leurs enfants pleurent de faim. J'ai mis la viande dans un sac en toile que j'ai attaché aux raquettes que Dorcas m'avait données. Elle les avait fabriquées elle-même. Des cadres en frêne avec des lacets en cuir brut. Et j'ai marché. J'ai marché jusqu'à chaque cabane du vallon. 8 familles, 22 kilomètres de traces de raquettes dans la neige qui m'arrivaient parfois à la poitrine. J'ai laissé du bacon fumé, du chevreuil séché et des saucisses sur le pas de la porte lorsque les gens ne voulaient pas ouvrir, trop honteux d'être vus en train de demander de l'aide. J'ai frappé, j'ai attendu et j'ai donné de la nourriture à des femmes dont les yeux étaient creusés par l'inquiétude. Et j'ai dit la même chose à chacune d'entre elles. Cela vient de la grotte, il y en a d'autres. Envoyez quelqu'un quand vous en aurez besoin. Monsieur Comez, le propriétaire du magasin qui m'avait dit qu'on ne pouvait pas manger de sel, faisait partie des familles que j'ai visitées. Son magasin était fermé, ses étagères vides, sa femme souffrait d'un rhume de poitrine qui ne voulait pas guérir. Je lui ai donné un jambon séché et un pot de lapin en conserve, et il a pris le jambon dans ses 2 mains, l'a regardé, puis m'a regardé, et sa bouche a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Ce n'est pas grave, lui ai-je dit. Le sel permet de rester en vie. C'est son rôle. Dorcas, qui m'avait accompagné lors de la première tournée de livraison avant que ses genoux ne lâchent, m'a regardé faire mes paquets pour la 2e tournée et m'a dit ce que les anciens disent toujours dans ces histoires. Ils se sont moqués de toi, de ta grotte et de ton sel. Pourquoi les nourris-tu? Parce que Joséphine l'aurait fait, ai-je répondu, et parce que je savais ce que c'était que d'avoir faim. Cette douleur creuse si particulière, cette façon dont elle envahit tes pensées et les remplace par un seul mot répété à l'infini. De la nourriture, de la nourriture, de la nourriture. Je le savais pour avoir passé 7 ans dans ce foyer où les repas étaient maigres et l'espoir encore plus maigre. Et le jour où j'ai goûté pour la première fois mon propre lapin séché à l'entrée de cette grotte, je me suis juré que je ne laisserais jamais personne ressentir cette faim si j'avais le pouvoir de l'empêcher. L'hiver prit fin à la fin du mois de mars. À ce moment-là, ma grotte avait nourri toutes les familles du vallon pendant 6 semaines. Pas généreusement. Il n'y en avait pas assez pour être généreux, mais assez. Assez pour garder les enfants en vie, les personnes âgées au chaud et le mince fil de la survie intact pendant le pire hiver dont se souviennent les habitants du comté de Perry. Le printemps arriva comme une résurrection. La neige fondit, le ruisseau rugit et le vallon se réveilla. Et la première chose que les gens ont faite avant de planter, avant de réparer, avant toute autre chose, a été de venir à ma cabane, non pas pour me remercier, même si certains l'ont fait, mais pour me demander de leur enseigner. Ils voulaient apprendre à saler, à fumer, à saumurer, à mettre en conserve et à conserver, à transformer un abattage d'automne en une réserve de nourriture pour l'hiver qui ne dépendait pas des routes, des magasins ou de quoi que ce soit d'autre que leurs propres mains. L'hiver leur avait appris ce que Joséphine savait depuis 40 ans, que la conservation n'était pas une commodité, mais une technique de survie, et que la fille avec la grotte de sel n'était pas une plaisanterie, mais la personne la plus importante du vallon. J'ai enseigné à tous ceux qui me le demandaient. J'ai donné des cours dans la grotte à 5 ou 6 personnes à la fois, debout autour de la table en pierre,
pendant que je montrais les méthodes de Joséphine. J'ai partagé ses recettes. J'ai distribué du sel de la grotte dans des sacs en tissu aux familles qui voulaient essayer de saler chez elles. Je n'ai rien caché. Le Dr. Howard Creech, agent agricole du comté, a entendu parler de mon activité et s'est rendu dans le vallon à l'été 1940. Il a passé 2 jours à étudier la grotte, sa température, son humidité, ses dépôts de sel, sa cheminée naturelle de fumage à froid. Il a rédigé un rapport dans lequel il la qualifiait de l'un des meilleurs environnements naturels de salaison de l'État du Kentucky. Il m'a mis en contact avec le service de vulgarisation agricole de l'État, qui a envoyé une équipe pour documenter les méthodes de Joséphine et les publier dans une brochure distribuée aux familles d'agriculteurs de l'Est du Kentucky. La brochure s'intitulait Salt Cave Preservation, Traditional Methods for Mountain Families, Conservation dans les grottes salines, méthode traditionnelle pour les familles montagnardes. Mon nom y figurait, ainsi que celui de Joséphine. C'était la première fois que nos noms étaient imprimés. Je me suis marié en 1944. Son nom était Hollis Clay, un soldat revenu du front dans le comté voisin, qui avait perdu 2 doigts de la main droite en Afrique du Nord et qui avait découvert que le seul travail qu'il pouvait faire correctement avec 8 doigts était le travail minutieux et patient de la boucherie et du salage. Il est venu à la grotte pour apprendre et y est resté parce qu'il comprenait, comme seul quelqu'un qui a frôlé la mort peut le comprendre, que la conservation des aliments est un acte de foi. On sale un jambon en octobre en croyant qu'on sera encore en vie en mars pour le manger. Cette croyance n'est pas insignifiante, elle est essentielle. Nous avons eu 3 enfants dans ce vallon. Nous avons développé notre activité de salaison jusqu'à ce que la grotte ne contienne plus seulement notre propre viande, mais aussi celle des familles de 3 vallons voisins qui nous l'apportaient à l'automne et la récupéraient salée, fumée et prête pour l'hiver. Nous avons formé des apprentis, des jeunes gens des montagnes qui ont appris les méthodes de Joséphine et les ont rapportés chez eux. Dorcas est décédé en 1948 à l'âge de 85 ans, un matin de printemps, alors que les bourgeons rouges fleurissaient en rose devant sa fenêtre. Je l'ai enterré sur la colline au-dessus de la grotte et Hollis a sculpté sa pierre dans du calcaire, Dorcas Webb. Elle a apporté le premier port. Cela suffisait. Dans les années 1950, la maison de salaison sauvage, comme l'avait officiellement baptisé le Dr. Creech, produisait des jambons de campagne que les gens venaient acheter en voiture depuis Lexington et Louisville. Non pas parce qu'ils étaient désespérés, mais parce qu'ils étaient extraordinaires. Le sel de la grotte, le fumage à froid, le vieillissement de 8 mois et l'air saturé de sel. Tout cela donnait un jambon que les chroniqueurs gastronomiques qualifiaient de meilleur du Kentucky, avec une profondeur de saveur que les jambons salés en usine ne pouvaient égaler. J'ai écrit un livre en 1965, The Salt Book, Josephine Frell's Methods for Preserving the Harvest, publié par State University Press. J'ai gardé le nom de Joséphine en premier parce que c'était son travail. Je n'étais que les mains qui l'ont porté à bien. Hollis est décédé en octobre 1973 dans la cabane, alors que l'odeur de la fumée de hickory s'échappait de la grotte. Je l'ai enterré à côté de Dorcas sur la colline. J'ai continué à travailler. Mes mains connaissaient le processus de salaison comme ma langue connaissait les saveurs. Instinctivement, précisément, sans hésitation. Je pouvais juger de la concentration en sel au toucher. Je pouvais dire, en appuyant sur un jambon avec mon pouce, s'il fallait encore 1 semaine ou 1 mois. La grotte et moi ne faisions plus un seul organisme, respirant le même air salé et vivant au même rythme lent. Je suis mort au printemps 1981, à l'âge de 57 ans. Les montagnes prennent des années, toutes comme elles offrent leur beauté sans demander la permission. Ils m'ont trouvé dans la grotte, assis à la table en pierre, avec le cahier de Joséphine ouvert et un jambon frais suspendu au crochet au-dessus de moi, salé et poivré, commençant sa longue et patiente transformation de cru à salé. Ma fille a dit que j'avais l'air satisfait. Mon fils a dit que j'avais l'air de quelqu'un qui avait fini d'assaisonner quelque chose et qui attendait que ce soit prêt. La grotte continue de sécher. Ma petite fille dirige désormais l'exploitation, qui s'est agrandie, est célébrée, fait l'objet d'articles dans les magazines gastronomiques et reçoit la visite de chefs venus d'aussi loin que New York et San Francisco. Les jambons de campagne de Frell's Lick sont considérés comme parmi les meilleurs d'Amérique. Les méthodes de Joséphine, conservées dans son carnet, transmises de mes mains à celles de mes enfants, puis aux leurs, n'ont pas changé. Le sel de la grotte est toujours récolté sur les mêmes parois.
La fumée de Hickory pénètre toujours par la même cheminée en pierre. Les crochets en fer supportent toujours leur poids dans la même obscurité froide et patiente. Sur le mur de la grotte, près de l'entrée, mes enfants ont apposé une plaque sur laquelle on peut lire « Josephine Farrell a conservé le sel. Ren Farrell Clay a gardé la foi. La grotte garde tout. » Alors laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on vous a dit qui n'avait aucune valeur? Quel héritage de compétences, de connaissances anciennes, patientes et démodées, avez-vous rejeté parce que quelqu'un vous a dit qu'il n'avait aucune valeur commerciale? À côté de quelle grotte remplie de sel êtes-vous assis, attendant que quelqu'un vous dise qu'elle a de la valeur, alors que la réponse est là depuis le début? Car voici ce que le sel m'a appris. La préservation n'a rien de glamour. Elle n'est pas rapide. Elle ne s'annonce pas avec des feux d'artifice ou des gros titres. Elle se fait dans l'obscurité, dans le froid, dans le silence, pendant des semaines, des mois et des années. Elle prend ce qui est brut et vulnérable et le transforme en quelque chose qui dure. Et elle ne demande rien d'autre que de la patience et du respect. Ce n'est pas seulement le sel. C'est ainsi que l'on construit une vie. Les gens qui se moquaient de mon héritage cherchaient quelque chose de spectaculaire et d'immédiat. De l'or, du pétrole, quelque chose qu'ils pourraient vendre dès mardi. Ils ne comprenaient pas que les choses les plus précieuses fonctionnent lentement, qu'une grotte remplie de sel est une grotte remplie de temps, que la fille qui apprend à conserver la récolte est celle qui survit à l'hiver qui tue l'espoir de tous les autres. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir aux compétences lentes, patientes et peu glamour qui maintiennent réellement le monde en vie, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur des gens ordinaires qui ont transformé ce dont personne ne voulait en ce dont tout le monde avait besoin. Votre grotte de sel n'est pas vide. Elle regorge de tout ce dont vous avez besoin. Vous devez simplement apprendre à l'utiliser avant l'arrivée de l'hiver.